sais pas si vous avez vu, mais l'émission que j'ai fait aux médias, ben, on était 3 aux auteurs. Il y avait Théophile, il y avait Kevin et moi. Waouh, les 3 ça zozotait, c'était waouh, faut des sous-titres. Alors, j'ai fait une émission, je sais pas si vous avez vu, je suis passé lundi aux médias en direct et ça a été publié hier. Vous voulez voir dans quel état j'étais? La pause est très bien. Voilà dans quel état j'étais. Donc, j'ai fait une émission avec Kevin Boucault-Victoire. L'émission s'appelle La guerre des antiracistes aura-t-elle lieu? Wissam Gzelka contre Kevin Boucault-Victoire. Et en fait, c'est Théophile qui m'a invité à partir de ce livre-là, de son livre Mon antiracisme, pourquoi je suis ni décolonial ni libéral. Et déjà, moi, quand on me donne un travail à faire, je le fais. Hein, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a des notes de partout, quoi. C'est vraiment... il y a des notes. Hein, chaque page, je suis en train de noter. Moi, je travaille. Hein. On me dit... voilà. Donc, je fais mon travail sérieux. Alors, on va pas réacter à l'émission, les gens. Allez la voir si vous voulez, à côté. Peut-être que vous l'avez déjà vu et tout. Mais ça serait trop bizarre de réacter à ma propre personne. Merci, Erez. Et surtout, je déteste m'écouter. J'ai trouvé que j'étais plutôt pas mal. Par contre, j'ai un gros problème, c'est que je m'énerve trop. Mais c'est les gens, je sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais ça bouge. J'arrive pas à rester calme. J'arrive pas à rester calme quand il y a des dingueries. Faut que j'apprenne à rester calme. Mais j'étais tendu. En fait, je suis fatigué. Il y a des dingueries, il y a des attaques de toutes parts et je dois me confronter à lui. Et en fait, ce qui m'énervait, c'est que les gens, j'ai dit 1/10 des dingueries qu'il y avait dans le livre. Et ce qui m'a saoulé, c'est qu'il arrêtait pas d'être dans... voilà, c'était une anguille, quoi. Oh non, mais j'ai pas dit ça. Gars, j'avais préparé 8 pages de notes. Donc c'est sûr que j'allais pas pouvoir les lire un truc, mais il y a 8 pages de notes ici. Il y a des citations, il y a des observations de ma part et tout, hein, tu vois. Le livre de qui? De Kevin Boucault-Victoire. Mon antiracisme, qui est, je vais le dire simplement, ton livre est une honte. Ce livre, Kevin, est une honte. Ce qui est une honte, c'est même pas le fond. Le fait que tu nous attaques, c'est le niveau des attaques. Prends un exemple tout simple, je l'ai cité dans l'émission, c'est, je vous le refais, hein, voilà la critique. Une des critiques de l'intersectionnalité. Pour vous montrer un peu le niveau, c'est-à-dire que c'est moi, je dois défendre l'intersectionnalité tellement la critique est ridicule. Vous êtes prêts? Il y a un moment donné, si vous voulez nous critiquer, venez nous lire. Mais arrêtez de faire de la merde, en fait. Je suis énervé, ça m'énerve. Ça m'énerve encore parce que les gens sont capables d'écrire des livres pour critiquer notre antiracisme. Ils ne savent même pas nous lire. C'est une folie, c'est une folie. Vous êtes prêts? Pour critiquer l'intersectionnalité, il cite Emmanuel Todd. Dans son livre le plus pourri, déjà que Emmanuel Todd, il y a des livres, mais dans son livre le plus pourri sur le féminisme. Voilà la critique d'Emmanuel Todd que Kevin Boucault-Victoire a trouvé intéressante. Tenez-vous bien parce que vous allez être bouleversés. Le concept, il mériterait d'être élargi. Pourquoi n'envisager que la face dominée du problème? On parle certes des mâles dominants blancs pour les dénoncer, mais pourquoi ne pas étudier aussi les cas contradictoires en eux-mêmes pour ce qui concerne la domination des femmes blanches ou des hommes noirs? 2025. Il y a des gens qui osent faire comme critique sur l'intersectionnalité. Ça serait intéressant de voir que les hommes noirs peuvent dominer ou les femmes blanches peuvent dominer. Je m'appelle Emmanuel Todd et Kevin Boucault-Victoire. Je suis très, très intelligent. Vous y avez pas pensé, hein? Vous y avez pas pensé. Vous comprenez pourquoi je suis en colère? Que tu puisses sortir un livre en 2025 et dire ça. Dire, il faudrait que l'intersectionnalité s'intéresse à la domination des hommes noirs et des femmes blanches. Comment est apparue l'intersectionnalité? Quelle est l'une des fonctions principales? Qui a fait naître ces concepts, cette idée d'articuler et tout? C'est une folie. Déjà, moi, ce que j'ai reproché, c'est sur ça que je l'ai attaqué dès le départ, c'est sur, il attaque l'antiracisme, parce que lui, c'est un militant antiraciste. Frère, t'es à Marianne. Avant de venir attaquer l'antiracisme politique, fais déjà le ménage dans ton journal. Parce que, je veux dire, c'est une catastrophe ton journal. Je lui avais mis des notes comme ça et tout. Je lui ai dit, c'est ce que je dis au début. Déjà, il n'y a jamais le terme islamophobie. Le terme islamophobie n'apparaît jamais. Si, il apparaît pour contester le terme islamophobie. Après, ils sont en mode, non, mais on devrait parler de racisme anti-musulman. Une seule fois, il y a le truc de anti-musulman, c'est dans l'article sur Pena Ruiz qui dit « Lutter contre le racisme anti-musulman, oui. Contre l'islamophobie, non. » Et après, je me suis dit « Bon, bah, allons voir.
Allons voir combien de fois Marianne lutte contre le racisme anti-musulman. Eh ben, j'avais noté le truc, je vous en reverrai sur la vidéo, mais je crois que de 2018 à 2025, il doit y avoir, au grand mot, 3-4 articles qui dénonceraient, alors il faut mettre avec des pincettes le mot dénoncer, hein, ou qui montreraient un racisme anti-musulman. Dites-vous que de 2018 à 2025, 3-4 articles maximum, et là je fais large, hein, pour se dire, il y a peut-être un racisme anti-musulman. Par contre, pour parler de l'islamisme, alors là, Marianne, pour alimenter tout le délire islamophobe, alors là, ça y va. Kevin Boucault-Victoire, avant de venir faire des leçons à l'antiracisme politique ou même l'antiracisme identitaire, fais des leçons à ton propre camp, balaye devant ta porte. Regardez des exemples des articles de Marianne. 17 avril, LFI est en pleine dérive réactionnaire et pro-islamiste. Ensuite, la France, tu l'aimes mais tu la quittes. Le livre au service de la stratégie victimaire islamiste. Il parle du livre académique universitaire de Julien Talpin, Alice Picard et Olivier Estevez. On parle d'un livre fait par des universitaires. Eux, ils disent un livre au service des islamistes. On continue. Les menaces islamistes et russes ne devraient pas être hiérarchisées. Dans leur tête, la guerre contre la Russie potentielle avec l'arme nucléaire, c'est le même niveau de danger que les islamistes. C'est pareil. Il faudrait même au même niveau, tu vois. Voilà, c'est leur analyse, hein, j'en dis pas plus. Hein. Il faut que les acteurs laïcs reprennent le terrain abandonné aux islamistes. Quel est ce terrain abandonné aux islamistes? On y apprend, je cite, qu'il est urgent de lutter contre l'islamisme et de faire aimer la France. On continue. Face à la bigoterie et au soft power des islamistes, c'est la République qui perd. Polonie, ça c'était le 3 avril 2024. Et quelques jours avant, départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, le soft power islamiste a de beaux jours devant lui. Ensuite, les islamistes qui ont volé la cause palestinienne. On continue. Levons-nous face au fascisme islamiste. C'est vrai que le vrai fascisme qui menace la France, c'est l'islamisme. Hein. C'est pas le Rassemblement national ou que sais-je. Hein. Ah oui, parce que donc, pour Marianne, il faut se lever face au danger fasciste. Et quand je tape fascisme sur Marianne, quel article je trouve? Je vous cite l'article. Libérale et conservatrice, Giorgia Meloni ne correspond à aucun des critères du fascisme. De Kevin Boucault-Victoire. Donc, en France, il y a un danger fasciste qui est l'islamisme. Par contre, quand on parle du fascisme, il y a Kevin Boucault-Victoire qui arrive. Alors, Meloni, elle est pas vraiment fasciste. Hein. Oui. Non, mais c'est intéressant. Il y a aussi un article. Monsieur Retailleau, la lutte contre l'islamisme doit être la lutte contre l'intrusion de l'islam en politique. Ils sont en train de critiquer Retailleau, non pas parce qu'il est islamophobe, mais parce qu'il n'aurait pas la bonne stratégie pour lutter contre l'islamisme. Et allez, un dernier, parce qu'en fait, les gens, j'en ai plein, hein, donc je ne vais pas tout faire. Hein, un dernier. Islamisme et antisémitisme. Autour du lycée musulman Averroès, 20 ans de dérive et d'aveuglement d'État. Vous savez, c'est le lycée qui a été poursuivi, là, qui a gagné le procès contre l'État. Voilà. Et ces gens-là, il y a Kevin qui est rédacteur-chef en charge des débats sur l'antiracisme ou que sais-je. Mais bref, Kevin qui a un bon niveau, qui a un bon poste là-bas, qui vient nous faire des leçons. Frère, avant de nous faire des leçons, fais le travail à Marianne, avant de nous apprendre ce que c'est l'antiracisme. Donc ça, c'est déjà le premier truc scandaleux. D'ailleurs, il n'y a pas une seule fois le mot islamophobie, hein. Il y a une fois le mot racisme anti-musulman et anti-musulman est en guillemets. C'est vrai que c'est pas l'un des racismes principaux en France, hein. C'est pas l'un des objets de fascisation, hein, les musulmans. Hein. Mais surtout, moi, ce qui m'énerve dans ce livre, et on n'a pas pu l'aborder, c'est qu'en fait, quelle est l'idée principale de Kevin Boucault-Victoire? C'est déjà de nous dire l'antiracisme politique a oublié la lutte des classes. T'es à Marianne, frère. Nous, nos camarades, c'est l'extrême gauche, c'est les mouvements sociaux, c'est Contretemps, c'est la revue Période, c'est le média. Toi, t'es à Marianne. Pourquoi tu vas nous faire des leçons sur la lutte des classes, frère? Déjà, rien que ça. De nous dire que l'antiracisme politique oublierait la lutte des classes, t'as 15 ans de retard, frère. T'as 15 ans de retard. Ensuite, son idée, c'est de dire qu'il faut arrêter de centrer sur le racisme, qu'il faut parler de classe. Par contre, alors on ne sait pas pourquoi, c'est la magie du truc, il faudrait parler de racisme anti-blanc.
parce que quand même le racisme anti-blanc, il est très prépondérant en France. Vous avez vu en émission, il m'a dit 1/5 des blancs ont vécu du racisme anti-blanc. Oh là 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 là, mais la catastrophe. Il est pour la lutte des classes, hein. Il se prétend marxiste. Par contre, sur l'antiracisme, il faut arrêter de parler de racisme structurel ou de racisme institutionnel, parce qu'en plus, le racisme est en train de baisser en France. C'est ce qu'il dit, les gens, j'ai les citations, il le dit, on va y aller, il le dit, le racisme baisse en France. Il est capable de dire ça alors que le RN fait des scores faramineux, mais bref, le racisme baisse en France. Par contre, il faut arrêter de parler de racisme structurel, il faut s'intéresser au racisme interindividuel. Et pourquoi il s'intéresse à ça? Parce que comme ça, tu pourras parler de racisme anti-blanc. D'un coup, il explique qu'il a grandi, qu'il a petit à petit fait une ascension sociale dans les études supérieures et qu'en fait, plus il faisait une ascension sociale, plus il était qu'au milieu de blancs. Et c'est que seulement quand il est au milieu de blancs, qu'il est le seul noir au milieu de blancs, qui se dit « Ah, mais en fait, le racisme, ça peut aussi toucher les blancs. » N'importe qui d'un peu intelligent se dirait « Mais c'est quand même... Tu vois pas le fonctionnement du racisme, du fait que plus tu t'élèves socialement, moins il y a de noirs et d'arabes. » Non, toi, tu te dis... En fait, je parle aux blancs et je découvre qu'eux aussi peuvent souffrir. Donc, je découvre la complexité du racisme. Il y a aussi une critique qui nous est faite à l'antiracisme, c'est dire ouais, vous êtes des libéraux. Mais moi je voudrais revenir sur ça parce que c'est aussi une critique sur le féminisme. Tu sais, la théorie des classes first, c'est de dire ah mais en fait on a abandonné la lutte des classes et on a pris la position des minoritaires et en fait on a mis en avant le combat des femmes et le combat des racisés et le combat des LGBT, on a oublié la lutte des classes. Moi je veux une bonne fois pour toutes on arrête avec cet argument débile, cet argument qui est faux parce que en fait c'est pas les antiracistes ou les féministes ou les LGBT qui ont libéralisé la lutte. C'est que toute la lutte, tous les mouvements sociaux ont connu à partir des années 80, avec la fin de l'URSS, avec la fin du rêve communiste, avec la fin du rêve révolutionnaire, toutes les luttes ont connu une libéralisation. Et même la lutte des classes. C'est pour ça que le Parti communiste s'est effondré et c'est pour ça qu'on ne parlait plus de prolétaires mais qu'on parlait de pauvres et c'est pour ça que maintenant les gens plutôt que d'aller dans une lutte prolétarienne, dans des organisations politiques, ont préféré faire de l'associatif et faire du caritatif. Vous voyez? Mais l'antiracisme, c'est pas lui qui a libéralisé les luttes, c'est que l'antiracisme, c'est lui-même libéralisé. Parce que l'antiracisme des années 70, il était révolutionnaire. Le féminisme des années 70, il était révolutionnaire. Les luttes LGBT des années 70 étaient révolutionnaires. Donc arrêtez de leur faire porter la responsabilité. C'est plutôt que l'antiracisme, le féminisme et les luttes LGBT, tout comme la lutte des classes, c'est libéralisé dans les années 80-90 parce qu'il y a eu une contre-révolution libérale, notamment avec la fin des idéaux communistes. Les gens qui critiquent l'antiracisme parce que ça serait pas efficace pour mener la lutte des classes, et arrêtez de faire des leçons en fait. Je veux dire, c'est la gauche qui n'a pas été efficace elle-même pour mener la lutte des classes. Il y a un moment donné, arrêtez de faire porter la responsabilité de la disparition de la lutte des classes sur le dos des antiracistes. C'est vous-même les responsables. Je veux dire, si les blancs ont commencé à voter pour l'extrême droite, c'est pas à cause des antiracistes. C'est parce que là, vous avez échoué. Mais c'est pas grave, tout le monde a échoué. Mais arrêtez de faire croire que c'est de notre faute. Ça, c'est une folie, ça. Il fait tout un développement pour expliquer qu'il faut arrêter d'utiliser le terme race, que même le terme race sociale, ça ne marche pas, que c'est pas scientifiquement juste, que c'est n'importe quoi parce que les races n'existent pas. Il explique aussi qu'il faudrait qu'on s'actualise parce que le racisme aujourd'hui, c'est plus du racisme biologique, c'est du racisme culturel. T'as 70 ans de retard. Fanon le disait déjà dans Racisme et Culture, je crois en 55. T'es spécialiste de Fanon, ça fait 70 ans qu'on le sait, que les gens ne font plus référence immédiatement aux races biologiques. Il devrait peut-être actualiser parce que plus personne ne pense que les Noirs sont génétiquement inférieurs. Maintenant, c'est plus du racisme culturel. Frère, je veux dire, tu veux nous apprendre la vie ? On le sait, mais surtout, nous, on est plus complexe que ça. On dit d'une, que déjà le racisme biologique, il n'a pas disparu totalement. On a juste à voir la carte du QI, propagation de la carte du QI par l'extrême droite qui essaie de convaincre des gens, et aussi le retour aux États-Unis des théories pseudo-scientifiques qui veulent valider l'idée qu'il y aurait des différences biologiques entre certains types de populations. Mais aussi,
En fait, il suffit lire notamment Stuart Hall, mais même Fanon, mais même tous les gens qui ont un petit peu travaillé sur le racisme. Et surtout Stuart Hall, avec ce livre qui est sorti aux éditions Amsterdam. Allez le lire, il est vraiment passionnant. C'est intéressant, Stuart Hall, on n'en parle pas assez. Celui-là. Race, ethnicité, nation. Et en fait, Stuart Hall te montre une chose que, mais en fait, tout le monde, tous les gens qui ont travaillé sur le racisme ont compris depuis longtemps, parce que je crois qu'ils datent de 90 les articles ou du début des années 2000. Mais en fait, Stuart Hall t'explique que, ce que t'explique les gens qui ont étudié un petit peu le racisme, c'est en mode, oui, ils prennent des justifications culturelles, mais derrière ces justifications culturelles, il y a encore un indirect, c'est aussi une forme d'euphémisme de racisme qui est carrément biologique. Un truc tout simple. Prenons le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est plus ils voient de Noirs et d'Arabes, plus ils se disent que leur culture va changer. Mais pourtant, ils ne savent rien de la culture de Noirs et d'Arabes. D'ailleurs, c'est peut-être des Noirs ou des Arabes qui sont nés en France, peut-être même des Noirs que ça fait 100 ans, 150 ans qui sont en France avec les départements d'outre-mer et qui ont donc une culture française. Mais pour eux, dès qu'ils voient un Noir et un Arabe, donc dès qu'ils voient une couleur de peau différente ou des épidermes différents qui ne correspondent pas à l'épiderme blanc, eh ben, ils sous-entendent qu'ils ont déjà une culture étrangère. Et donc, même dans le racisme culturel, en mode c'est pas notre culture, hein, on a juste peur de l'importation d'une autre culture, il y a toujours un sous-entendu purement racial, purement ce ne sont pas des gens comme nous. Je vois cette personne qui est de couleur différente, donc je vais sous-entendre, je vais estimer que sa culture n'est pas exactement la même que la nôtre. Pourquoi? Parce qu'il est physiquement différent. Parce qu'en fait, il reprend toutes les techniques élaborées par les marxistes class first pour essayer d'éluder la question raciale. L'une des stratégies qu'il essaye de mettre en place et qui est souvent mise en avant, c'est de dire non, nous, on ne veut pas parler de race, on préfère parler plutôt d'ethnie. Frère, on va venir sur ça. Ça aussi, ça a été travaillé notamment par Stuart Hall. Il en parle là-dedans de race, ethnicité et nation. Ça en parle aussi par Colette Guillemin. Colette Guillemin qui a déjà montré la stupidité de cette position. C'est que, mais en fait, quand vous parlez d'ethnie, parlez déjà un peu de race. Par exemple, c'est quoi mon ethnie à moi? Vas-y, dis-moi, c'est quoi mon ethnie? Le truc de ethnique pour faire croire que c'est scientifiquement plus juste, scientifiquement plus valable, n'a aucune cohérence. C'est quoi l'ethnie des Blancs? C'est quoi? Il y a du racisme. Ah oui, tu n'aimes pas le mot race, tu préfères parler du mot ethnie et tu parles d'ethnie-phobie. C'est quoi l'ethnie des Blancs? C'est une ethnie blanc? Vous voyez à quel point le truc de ethnie, cette astuce qu'ils ont de dire « Ah non, moi je parle pas de race, scientifiquement c'est pas ouf, je préfère parler d'ethnie », c'est de la merde. Ethnie, c'est aussi des trucs raciaux. En fait, c'est ce que disait déjà Colette Guillemin il y a 40 ans. Les gens, pour euphémiser la race, ils vont parler d'ethnie, mais au fond, on parle toujours de la même chose. Ah oui. J'ai pas pu l'aborder en émission. Non, mais pour vous dire le degré... Attendez, je suis tout flou. Le degré de leur critique. D'un coup, ils prétendent qu'on est anti-universaliste, qu'on rejette l'universalisme. Alors que nous, on fait comme d'autres, notamment par Bourdieu. Bourdieu a aussi une critique de l'universalisme. On ne critique pas l'idéal universaliste, on critique l'universalisme réellement existant. Ah, peut-être que ça va vous renvoyer vers d'autres débats, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée universaliste avec l'humanité égale, où chacun pourrait vivre à égalité de droits, bien sûr qu'on est pour. Par contre, ce qu'on critique, c'est l'universalisme réellement existant et qui, en fait, a été utilisé pour imposer le modèle occidental. L'universalisme réellement existant, c'est l'Occident qui a décidé que son modèle, c'était l'universalisme et qu'il fallait l'imposer à toutes les populations, notamment du Sud. Donc, nous, on critique ça. Par contre, dans le livre, Kevin Boucault-Victoire nous explique que nous, on est des anti-universalistes. On n'aime pas l'universalisme. Ah, on déteste. Ah, l'universalisme, c'est nul. On veut que tout le monde soit différent. On est ethno-différentialiste, selon lui. Mais bref, il dit, ah non, mais il y a des critiques intéressantes hein, quand même. Il faut effectivement faire une critique de l'universalisme. Et il a une proposition, tenez-vous bien, révolutionnaire. Il dit, peut-être qu'on devrait utiliser le pluriversalisme. Qui a fait émerger ce concept de pluriversalisme? Pourquoi je suis ni décolonial ni libéral? Qui a fait émerger le concept de pluriversalisme? C'est une folie. Alors, pour les gens qui ne savent pas, le pluriversalisme, ça a été développé par les décoloniaux d'Amérique du Sud.
L'idée que, en fait, l'universalisme est trop connoté, c'est l'Occident qui impose son modèle à lui, et nous, on propose le pluriversalisme, et de prendre en compte les différentes façons de voir le monde, les différents rapports au monde, les différentes croyances, les différentes manières de s'organiser, et d'essayer de faire ensemble avec ces différences. Et lui, il arrive, il dit, le pluriversalisme, je trouve qu'on devrait imposer ça. Tu peux pas nous critiquer d'être anti-universaliste et après utiliser des concepts que nous-mêmes on a fait connaître. C'est une folie. Il y a aussi un truc où il dit qu'on fait de l'essentialisation positive. Ça me permet aussi de répondre à cette critique, celle-là qu'on m'a fait il y a quelques instants. Peut-être partagez-vous une esthétique semblable, les antimodernes savent se reconnaître. Donc lui, il explique que les fachos, s'ils regardent PDH, c'est parce que ils ont des points communs avec PDH, et c'est une nouvelle, et qu'en fait, on est tous les deux des antimodernes. Et pour ajouter à ça, Kevin Boucault-Victoire dit qu'on a une essentialisation des cultures passées. Et je vais répondre à ça et je vais dire ce qui nous dissocie des antimodernes réactionnaires. Déjà, on n'idéalise pas les cultures passées. On n'est pas en train de dire que tout était mieux avant. On n'était pas en train de dire que c'était la belle vie avant. Et surtout, à aucun moment, on aimerait revenir dans le passé. On est très bien comme ça ici et c'est à nous de faire évoluer les choses. Et aussi, on critique la modernité, mais on n'a pas une critique bas du front de la modernité. On n'est pas en train de dire que tout est à jeter dans la modernité. Et même dans la révolution des Lumières, même dans la déclaration des droits de l'homme, on dit même qu'il y a des idéaux qu'il faut vraiment appliquer. Les droits de l'homme, on n'est pas contre. On dit que ça n'a jamais été appliqué. Que les seuls qui ont pris au sérieux les droits de l'homme, ça a été les Haïtiens qui ont fait la révolution et qui ont été massacrés, notamment par des révolutionnaires blancs. Ok? Donc nous, on n'est pas... Et même la philosophie des Lumières, il y a des avancées extraordinaires qu'il faut garder. Mais on critique déjà la manière dont, en fait, dès le début de la philosophie des Lumières, il y avait une vision raciste, civilisatrice. Allez lire Losurdo, j'arrête pas de le dire, allez lire Losurdo, contre-histoire du libéralisme, où, en fait, les Lumières considéraient que le libéralisme, le progrès, l'universalisme, l'égalité ne devaient s'appliquer qu'aux hommes blancs, parce que c'était les seuls à être capables de jouir en bonne et due forme de ces avancées, parce que les hommes blancs étaient supérieurs. Donc c'était les seuls qui savaient... Non, mais il faut pas donner de... Tu sais, c'est comme donner de la confiture au cochon. Mais les gens, c'est littéralement ça. C'est en mode, non, mais si on donne ça aux Noirs et aux Arabes et aux populations du Sud, ils ne sauront pas l'utiliser. Non, il faut avoir un degré de civilisation aussi élevé que la nôtre pour savoir jouir en bonne et due forme de l'égalité, du libéralisme et tout. Nous, on critique ça, mais on n'est pas contre. On n'est pas contre fondamentalement des avancées qui ont été permises par la philosophie des Lumières. Donc on n'est pas du tout dans une vision caricaturale en mode faut tout rejeter et tout. Et aussi ce qui nous distingue des antimodernistes qui sont en train de bander sur le passé, c'est que déjà nous on bande pas sur le passé et surtout on pense qu'un retour au passé est ni possible ni souhaitable. Ni souhaitable, parce que ça voudrait dire quoi? Il y a des avancées technologiques qui sont cool, il y a des avancées scientifiques qui sont cool, il y a des avancées philosophiques qui sont cool, autant les garder. Et donc déjà, c'est pas souhaitable et c'est pas possible parce que c'est rationnellement pas possible. Parce que en fait, tu peux pas revenir à un monde d'avant, genre une organisation sociale d'avant, comme si tu savais parfaitement comment eux-mêmes s'organisaient et faire abstraction des 200, 300 ans d'histoire qui se sont passés. Tu seras toujours influencé, tu seras toujours imprégné de l'histoire en fait. Donc tu peux pas revenir au passé. Et il y a aussi un truc tout simple que tu peux pas revenir au passé, c'est qu'il y a la destruction climatique. Donc tu es obligé de faire avec le monde que tu as. Et de faire avec le monde que tu as, tu es obligé d'innover. Tu es obligé de penser des nouvelles manières de s'organiser, des nouvelles manières de vivre ensemble, des nouvelles manières de produire. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on peut s'inspirer de certains savoirs du passé et aussi de certains savoirs présents des populations du Sud, notamment pour produire autrement, pour produire avec plus de respect sur la nature. Vous voyez? Donc c'est totalement différent des antimodernistes qui sont la modernité est à jeter, tout est nul, on va revenir dans le passé, là où on était bien, où il n'y avait plus tout ça, où il n'y avait pas d'arabe. Ouais, nous on n'est pas du tout dans le truc on va revenir dans le passé, ça n'existe pas ça, faut arrêter de bander sur le passé. Il nous reproche de ne pas avoir une lecture de lutte des classes et de ne pas assez alimenter les lectures anticapitalistes, alors que je pense qu'au contraire, il faut prendre l'antiracisme, et notamment nous, l'antiracisme politique et tout, comme un moyen de compléter
les lectures anticapitalistes, les lectures marxistes, voilà, les lectures qui permettent de venir combler les angles morts qui peuvent exister dans la gauche occidentale. Et moi-même, dont moi-même je puisse être responsable, hein, parce qu'il y a des réflexions qui sont développées dans le Sud que nous, on n'a pas. Petite pique, plusieurs piques. Tout d'abord, il n'arrête pas de dire ils sont ci, ils sont ça, ils sont contre ci, ils sont contre ça. Il n'y a pas une seule fois, il y a une citation de nous. Il n'y a rien, il n'y a pas de source. Il y a 2 fois, il met Ouria Boutelja en citation de livre, mais il ne cite rien du livre. Il dit juste, je l'ai lu là-dedans, mais il n'explique pas où, il ne montre pas d'exemple. Là, il veut dire, il nous prête des positions sans jamais illustrer une seule fois la position qu'on aurait. Et aussi, d'un coup, il essaye de montrer qu'il faut prendre au sérieux la question de la délinquance, qui toucherait les non-blancs, et la question du racisme anti-blanc. Et là, on atteint un stade, les gens, où ça devient grotesque, où c'est ridicule. Parce que il cite un livre, pour parler de la délinquance, un livre. Voilà, Isabelle Coutan et Yves Atonga, Petit frère, comprendre les destinées familiales. Et en fait, c'est Yves Atonga qui raconte son parcours et comment il est tombé dans la délinquance. Voilà son analyse sociologique pour parler de la délinquance. Et après, des citations de rap. Notamment pour expliquer le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est à partir de citations de rap. Et qui montre que, par exemple, dans une musique de Sayan Supakru, il y a Specta, d'un coup, qui joue le rôle d'un noir qui n'aime pas les blancs. Pour montrer que le racisme anti-blanc existe. Je vous jure que c'est pas une blague, les gens. Je vous jure que c'est pas une blague. Et je lui ai dit à la fin de l'interview, je lui ai dit, frère, mais même au-delà de l'aspect critiquable en termes de méthode scientifique, frère, tes références, je vous jure que c'est vrai, les gens, la référence la plus récente de rap qu'il a donné, essayez de deviner la date. 2013, c'est 2013. Et devinez le rappeur. Kerry James. 2013, Kerry James. Voilà le degré d'analyse. Ouais, alors dans ce rap, la preuve que le racisme anti-blanc existe. Alors il y a dans ce morceau de Sayan Supakru de 2003 où Specta joue le rôle d'un noir qui n'aime pas les blancs. C'est bien la preuve que le racisme anti-blanc existe. Et juste quelques mots sur le racisme anti-blanc. Et en fait, il essaye de donner une définition du racisme. Il cite beaucoup Albert Memmi, sans aller plus loin dans le Albert Memmi, notamment sur le racisme édenté, sur la différence entre le racisme minoritaire et le racisme des majoritaires, notamment par rapport au pouvoir. Parce que ce qui fait la différence profonde entre le racisme des minorités et le racisme de la majorité, c'est que la majorité a le pouvoir et donc les institutions en main pour exercer et pour tirer profit de ce racisme, ce que n'ont pas les minorités, même si elles avaient du racisme anti-blanc. Juste très vite sur ça, parce que c'est aussi pour revenir sur la définition de ce que c'est le racisme, les gens, il n'y a pas de définition objective, neutre, pure de toute idéologie du racisme, comme n'importe quel mot. Les définitions, c'est un enjeu politique. Et nous, on dit toujours que notre définition du racisme est une position politique. Et que nous, on considère le racisme comme un rapport social, comme une organisation de la société qui hiérarchise les individus, dans lequel le dominant, c'est le blanc. Okay, et qui se sert des institutions et des structures pour tirer profit de cette domination, pour perpétuer sa domination. Donc nous, on a une vision du racisme comme rapport social et lié aux structures, lié aux institutions. Après, il y a la définition que donne Kevin Boucaud qui, elle ne sait pas qu'elle est fausse. C'est qu'elle sert d'autres intérêts politiques et dans laquelle ils veulent mettre le racisme anti-blanc. Et donc, dans sa définition, en gros, c'est du racisme interindividuel où tout le monde est coupable de racisme. Et en gros, le racisme, c'est juste tu n'aimes pas l'autre en raison de sa différence. Et cette définition, elle n'est pas fausse. Mais c'est une définition, si tu la prends, c'est un choix politique de la prendre comme la définition sur laquelle tu vas te baser. Et nous, on la refuse parce que ça limite le racisme à ses interactions interindividuelles. Et en fait, on est tous responsables de tous du racisme. Et en fait, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'organisation sociale. On est tous un peu le raciste de l'autre et on règle aucune question. Vous voulez un autre exemple? C'est pareil pour le sexisme. Dans le sexisme, il y a différentes utilisations politiques du sexisme. Et donc, tu peux avoir une définition du sexisme qui accentue sur les structures, qui accentue sur les institutions, qui accentue sur le sexisme comme un rapport social où il y a un dominant et un dominé. Et donc, t'en viens à ne jamais parler de sexisme anti-homme, mais de montrer que le sexisme est un système social qui sert dans les sociétés actuelles le pouvoir des hommes, à perpétuer leur domination, à exploiter de la richesse sur les femmes.
Soit tu es dans une définition interindividuelle et bon, bah, écoutez, il y a aussi du sexisme anti-homme. Hein, voilà, parfois, il y a de la misandrie. Hein, voilà. On pourrait en parler. Parce que si tu as une position, Kevin, si tu as une position où il faut prendre au sérieux le racisme anti-blanc, parce que c'est pas parce qu'il n'est pas structurel qu'il ne faut pas s'y intéresser, est-ce que ça veut dire que pour toi, il faut prendre au sérieux le sexisme anti-homme? C'est pas parce qu'il est interindividuel qu'il ne faut pas s'y intéresser. Si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont en faire comme on fait aujourd'hui avec le racisme anti-blanc, c'est de mettre au même niveau le racisme anti-blanc avec le racisme anti-juif, anti-noir, anti-musulman, etc. Et encore s'ils le mettaient au même niveau, mais ils vont faire pire, ils vont parler davantage de racisme anti-blanc. Vous voulez la preuve? Il faudrait faire des stats et voir combien de fois à la télé on a parlé d'islamophobie et combien de fois à la télé on a parlé de racisme anti-blanc. Déjà, à la télé, dans les médias, dans les groupes politiques, à droite et même dans le bloc central, on n'arrête pas de parler de racisme anti-blanc. Et nous, on doit alimenter encore? On doit mettre encore une pièce dans la machine et dire « Ah, le pauvre racisme anti-blanc !» Faut arrêter. Surtout qu'on peut voir la misandrie comme de la réactance à la misogynie. Ouais, c'est la même analyse avec le racisme des minorités. Il nous reprocherait de ne pas expliquer d'où vient le racisme. Je n'ai même pas envie d'aller là-dessus. Par contre, jamais il nous explique d'où vient le racisme anti-blanc. Comment il explique le racisme anti-blanc, Kevin? Quelles sont les explications données, les logiques, les conditions matérielles, les conditions concrètes qui expliquent qu'il y ait du racisme anti-blanc? Parce qu'il nous dit juste qu'il faut lutter contre le racisme anti-blanc. Et nous, on pense que, on a encore dit, d'un point de vue interindividuel, bien sûr qu'il peut exister du racisme anti-blanc. Par contre, on pense que les explications de ce racisme anti-blanc d'un point de vue interindividuel sont à trouver dans la hiérarchisation raciale du racisme tout court et dans une sorte de réaction face aux discriminations subies. Ah oui, citation, vous êtes prêts? Mais quand bien même nous serions racistes, la société dans laquelle nous évoluons ne l'est pas. D'une part, parce que le racisme est confiné dans les marges de la vie publique, d'autre part, parce qu'il a été privatisé, passant du statut de position politique à celui de tare individuel. Il cite Walter Ben Michaels comme une bonne critique. Moi, la question que j'aurais aimé lui poser, c'est « Mais en fait, le racisme, c'est quoi pour toi? Le racisme, c'est seulement quand il y a un blanc qui tape un noir en disant « sale haine » ou sale B, à partir de là qu'il y a du racisme. Sinon, c'est plus du racisme. Ah oui, il dit presque qu'on est responsable de la montée du racisme. Alors là encore, il cite un autre chercheur. Je vous ai dit que son livre, c'est 50% des citations. Donc là, il cite un chercheur qui s'appelle Sidi Moussa, qui a fait un livre qui pue la merde, mais qui est aux éditions Libertalia et qui est prôné par tous les libertaires en mode faut arrêter de parler de race. Par une sorte d'effet boomerang, l'apparition au sein de l'espace public de minorités ethnoculturelles et raciales a provoqué, dans chaque cas, le renforcement de l'identité blanche. En gros, il nous accuse, il nous dit parce que vous n'arrêtez pas de parler de race et parce que vous n'arrêtez pas de parler en tant que noir et d'arabe, ça énerve les blancs et donc ça renforce la radicalisation blanche. Première chose, je veux dire, il y a un truc, c'est le b.a.-ba. Plus vous allez être révolutionnaire, plus ça va provoquer la contre-révolution. Plus les féminismes vont parler de droits des femmes et de féminisme, plus les masculins vont se radicaliser. Le retour de bâton? Backlash, merci. Backlash, merci. Est-ce que donc ça veut dire que les femmes doivent arrêter de lutter en tant que féministes et d'arrêter de lutter pour le féminisme parce que, selon toute observation, on voit que les masculinistes sont en train de se radicaliser? On est d'accord que c'est n'importe quoi. Qu'on ne peut pas tenir cet argument en mode « Ouais, les antiracistes, attention, vous parlez tellement de race que les blancs ils sont en train de se radicaliser. » Eh, pareil, plus la gauche, elle va se radicaliser, plus la droite, elle va se radicaliser. Hein. Plus la gauche, elle va devenir révolutionnaire, plus les contre-révolutionnaires vont se radicaliser. C'est la vie. Ouais, c'est pas pour ça qu'on va abandonner. Il dit aussi qu'on ne parle jamais du racisme intracommunautaire. Frère, tu pourrais nous faire la critique, par exemple, moi je peux l'accepter, la critique de, ouais, par exemple, le PDH ou le pire, vous parlez pas assez de négrophobie arabe ou de racisme anti-robe chez les Arabes. Tu vois, moi je veux bien qu'on me dise qu'on n'en parle pas assez. Mais de dire qu'on n'en a jamais parlé, c'est faux. Veut dire, il y a eu des articles dessus, on a fait des émissions dessus. Il y a eu un panel en 2017 du Bandouk du Nord intitulé « Le racisme intracommunautaire ». On a parlé du racisme anti-asiatique, du racisme anti-rome, où Norman Najari il a parlé de la négrophobie arabe. Donc arrêtez de faire croire qu'on n'en parle jamais. Qu'on n'en parle pas assez, je veux bien admettre la critique, il n'y a pas de souci, mais faites pas croire qu'on n'en parle jamais. Le refus de prendre en compte le racisme individuel et des minorités mène vraisemblablement l'antiracisme dans l'impasse. Certes, ces formes de racisme ne débouchent sur aucune forme de discrimination ni d'égalité sociale, mais ils ont néanmoins une vraie incidence sur le quotidien des individus et sur leur représentation.
Et il n'y a pas de source. Hein. On ne sait pas quelles sont les incidences sur leur quotidien. Quelle est l'incidence du racisme anti-blanc sur, sur le quotidien des individus? Et c'est quoi ce racisme anti-blanc? Parce que là, il me dit, en émission, il m'a dit 1/5 des blancs sont victimes de racisme anti-blanc. Si c'est Psartek la coupe, voilà. Et vous êtes prêts? Page 125. Accrochez-vous. Hein. Le racisme, au sens fort du terme, a énormément reculé en France au point de devenir marginal. Fin de citation. On a retaillé au gouvernement. On a le gouvernement le plus droitard qui soit, qui fait la loi séparatiste, qui fait des lois contre les immigrés. On a 125 députés RN au gouvernement, dont des députés LR qui sont plutôt proches de eux. On parle de grands emplacements H24 à la télé, mais il nous explique que le racisme au sens fort du terme, je ne sais pas ce que c'est le racisme au sens fort du terme, a énormément reculé en France au point de devenir marginal. Alors, si tu veux nous dire qu'il y a moins en moins de néo-nazis qui attaquent des Arabes en disant ça là, ah, ouais, effectivement, c'est très minoritaire, mais je ne sais pas si tu es au courant, il y a déjà eu des ratonnades il n'y a pas très longtemps. Mais comment tu peux dire que le racisme devient marginal? Comment c'est possible? Tenez-vous prêts. En résumé, le racisme ne structure pas la société et ne définit pas la position des individus dans la hiérarchie sociale. Son antiracisme, tout son livre consiste à relativiser le poids du racisme, sauf en ce qui concerne le racisme anti-blanc, hein, et dire que pour lutter contre le racisme, il faut faire la lutte des classes. Ce livre est un scandale. Et l'exemple de ça, l'illustration de ça, il en a parlé dans l'émission, il a cru qu'il allait me faire. Mec, moi, tu cites des articles, je vais les lire. Eh ouais, t'es tombé sur le mauvais gars. T'es tombé sur le mauvais gars. Moi, je vais lire les articles que vous mettez en source. Et donc, il a cité un article qui parle du look. Et il l'a dit en émission, il a dit « Oui, non, mais le racisme n'explique pas tout. Par exemple, ils ont montré que le contrôle aux faciès, le premier facteur, c'est le look. Le deuxième facteur, c'est le genre. Et le troisième facteur, c'est la race. Donc voilà, la race n'arrive qu'en troisième. » Quand tu vas lire l'article, les gens t'expliquent en lisant l'article. Moi, je m'en doutais déjà. Quand il m'a dit le look, c'est le look qui explique en premier le contrôle aux faciès. Je me dis, oui, mais le look, ils sont bien liés à des personnes. C'est pas genre le policier ne contrôle pas quelqu'un qui est en TN et en lac d'art juste parce que le look Lacoste l'énerve. C'est parce qu'il y a des personnes qui portent tel look que ce look, il est discriminé. Quand ils contrôlaient les blousons noirs, les flics, c'est pas parce qu'ils aiment pas le blouson noir, c'est parce que les personnes qui portaient ce blouson noir étaient considérées comme la classe dangereuse. Et donc, quand tu lis l'article lui-même te dit que mais le look, il est allié à la race. C'est qu'en fait, quand tu demandes aux flics quel look, quel type de look, quel élément vestimentaire il trouve pertinent de contrôler, tu comprends qu'en fait, c'est des éléments vestimentaires que portent en majorité les habitants de quartiers populaires et en fait, en majorité, les Noirs et les Arabes. Donc, l'article lui-même te dit que le look et la race, c'est un peu lié, quoi. C'est vraiment le look des Arabes et des Noirs. Donc, en fait, quand tu lis l'article, lui, au lieu de dire c'est le look, c'est le genre, c'est la race, le genre, en gros, c'est les hommes, mais c'est les hommes noirs et arabes, oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est les hommes noirs et arabes qui sont majoritairement contrôlés par la police. Bon, au lieu de dire c'est le look, c'est le genre, c'est la race, ça serait plutôt c'est la race, c'est le genre, mais en mode c'est les hommes noirs et arabes et c'est la race. Voilà l'usage malhonnête que fait Kevin Bocco-Victoire de certains articles scientifiques pour essayer de prouver son propos qui est de relativiser le racisme en France. Voilà, on en a fini, c'est de la merde. Je suis désolé Kevin, sincèrement, c'est une honte. Et moi, ce qui m'énerve, les gens, pourquoi je suis énervé ? Parce que ce gars, ça fait 15 ans qu'il tourne autour du pire, 15 ans qu'il tourne autour de l'antiracisme politique, 15 ans qu'il vient à nos événements, tu sais, en mode je vous observe, je vous regarde, nanana, je vous lis, hein, et qui dit toujours la même merde. C'est bon, Kevin, arrête. Va déjà changer Marianne au lieu de Kevin Bocco défaite. Voilà, va déjà changer Marianne avant de vouloir nous faire la leçon.